Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Dans cet épisode de La Santé au-delà des mots, j'ai le plaisir de retrouver Christian Chabot et Pierre Demz, deux anciens invités, pour une discussion riche et approfondie de près de 2 heures. Nous avons abordé de nombreux thèmes essentiels à l'évolution du système de santé, notamment, évidemment, le concept de l'expérience patient et du patient partenaire. Un point clé de notre échange a été la distinction entre le patient et le citoyen, soulignant l'importance de la littératie en santé pour permettre à chaque individu de mieux comprendre et naviguer dans le système de santé. Le respect de la dignité humaine a également été au cœur de notre réflexion, avec une interrogation sur la place de la technologie en santé. Doit-elle être un outil au service du patient ou risque-t-elle de déshumaniser la relation soignant-soigné? Nous avons aussi notamment abordé un enjeu crucial, soit l'amélioration de la qualité de vie au travail des soignants. Dans un contexte où la pression et l'épuisement professionnel sont omniprésents, il est essentiel de reconstruire la fierté des soignants et de redonner du sens à leur engagement. Un échange passionnant et porteur d'espoir qui met en lumière la nécessité d'un système de santé plus humain, inclusif et innovant. Bonne écoute. Messieurs, bonsoir. Bonsoir! Ça va bien? Bonsoir Jean-Pierre. Oui. Christian, Pierre, bienvenue. Alors, c'est la première fois que je fais une reprise comme ça avec 2 invités, donc c'est vraiment très apprécié, là, donc en début d'été, disons. Donc, Pierre, je t'avais reçu l'épisode 73. On était à Montréal lors d'une activité de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Puis, tu avais donné une conférence sur l'expérience patient et qui avait été très appréciée. Puis c'est là qu'on s'est connus. Donc, puis ensuite, tu es venu à Québec lorsque j'ai fait un épisode devant un public. Oui, le 100e. Exactement, c'est ça. Puis, oui. Celui qu'on enregistre aujourd'hui va probablement être le 170e. Donc, on avance au 165e. Et donc, merci d'être là. Puis, Christian, toi, 2 épisodes, 138 et 139, donc un peu plus tard dans l'aventure. Puis finalement, vous vous êtes parlé. Donc, je vous ai mis en contact. Donc, avant de parler de votre rencontre, en commençant peut-être par Christian, est-ce qu'il y a du nouveau depuis qu'on s'est parlé, Christian? Concernant mon implication dans le système de santé. Par exemple, on peut parler des clés. Je vais participer à un projet de recherche sur l'amélioration du sommeil aux soins intensifs. OK.
étant donné ma vaste expérience comme tel patient, OK. ben, je suis avec une équipe de Québec et il va y avoir 20 patients partenaires ou 20 patients OK. qui ont vécu l'expérience. Je travaille avec l'équipe là, pour représenter les 20 patients là, comme tels, dans le but de trouver des solutions pour améliorer le sommeil des patients lorsqu'on est aux soins intensifs pour être capable de récupérer plus rapidement. OK. Puis, tu sais, dans le fond, ça a des bénéfices, à condition que les conditions environnementales le permettent. Mm-hmm. Ça, c'est un élément. Puis, j'ai participé avec, je ne sais pas si vous connaissez ça, l'unité de soutien de ce système de santé apprenant au Québec, qui regroupe, qui est dirigé par Antoine Gros, Dr Antoine Gros. Mm-hmm. Donc, ils ont été mandatés, en fait, l'unité de soutien SSA a été mandaté à rédiger un énoncé sur l'amélioration continue de la qualité. OK. Et j'ai collaboré à l'élaboration de cet énoncé-là avec une autre patiente partenaire et il y a une équipe d'unité de soutien SSA qu'on appelle. Puis c'était un projet qui était lancé par le ministère de la Santé. Donc, on l'a publié. Maintenant, il est disponible comme tel. Moi, j'ai fait de l'amélioration continue pour les GMF. En fait, les GMFU, dans le temps. Je représentais des patients sur une table provinciale qui regroupait ces GMFU-là. Puis, donc, c'était une belle expérience. Comme j'ai fait de l'assurance qualité, là, comme tel, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Ben, ça m'a permis de pousser des idées. On a rencontré une 50aine de personnes, des patients, des médecins, des gens du réseau. C'est super intéressant. Ah, quand même. Fait que, c'est ce que j'ai fait dans les derniers mois, comme tel, en ce qui touche le secteur de la santé. Ça en fait quand même pas mal. Oui. Quand on n'est pas passionné à moitié, il faut être passionné en complet. Et toi, Pierre? Et ben moi, je vais te parler plutôt des dernières années, comme l'épisode était il y a un peu plus longtemps. Je dirais que quelque part, quand on a fait le premier entretien ensemble, je sortais, comme tu l'as dit, de cette conférence. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'aurais pratiquement dissuadé de dire, mais c'est vraiment moi que vous voulez pour la conférence devant tous ces médecins. Qui suis-je pour le faire? Pourquoi? Parce que finalement, ça faisait 3-4 ans, je dirais que j'étais investi à l'Institut français de l'expérience patient, mais j'avais pas vraiment encore, on va dire, mis les mains dedans, concrètement. Et voilà, la grande nouvelle, je crois que j'ai commencé, très modestement, à changer un petit peu la vie des patients. Okay. Et notre rôle, c'est quand même ça d'abord. Et j'ai eu le plaisir de commencer à accompagner des établissements de santé en France, justement pour mettre en place un certain nombre de pratiques. On en parlera plus tard, mais vraiment, pour moi, c'est un truc super important. J'avais un petit peu un complexe de l'imposteur, je l'ai toujours un petit peu, mais je l'ai moins, on va dire, parce que je commence à me sentir un petit peu plus crédible sur le sujet, où je me dis, bah tiens, il y a vraiment quelque chose que j'ai changé. Pour moi, la crédibilité, elle tient pas à la connaissance, elle tient à tout ça, elle tient à la réalité d'agir concrètement pour les gens. Donc c'est ça mon point. Et peut-être un deuxième point rapidement, c'est je continue à être très très investi donc à l'Institut, et notamment j'ai accompagné des groupes de travail sur les valeurs ajoutées de l'expérience patient. Je crois que j'en avais parlé, un autre sur les proches aidants, l'expérience des proches aidants. Tu en as parlé, Christian, que c'était que quand toi tu voyais justement cette notion de patient partenaire, c'était à la fois pour les patients, mais aussi pour les proches. Et là, je suis en plein dans un nouveau groupe de travail sur l'expérience des personnes âgées. Et ça me stimule énormément. Et justement, les échanges qu'il y avait eu à ta 100e, Jean-Pierre, m'avaient inspiré à ce moment-là. Et c'est là où j'ai eu envie de travailler sur ce sujet des personnes âgées. Voilà. Donc, c'est un peu mon actualité d'aujourd'hui. Et voilà, très content. Donc, quand Christian parle de sommeil aux soins intensifs, ça doit te rejoindre un petit peu, parce que quand tu dis ça, Christian, je me dis là, c'est vraiment le mix parfait, parce que on a de l'expérience patient, puis on a aussi un impact sur l'épisode de soins. Vraisemblablement, vous tendez à démontrer que la récupération va être plus rapide, les résultats ou la mortalité va être moindre et autres.
tout ce qu'on peut imaginer avec un meilleur sommeil, parce qu'on dort mal à l'hôpital. Je sais pas, pour avoir déjà été hospitalisé, c'est épouvantable. En tout cas, dans mon cas, à 6 pieds 4 ou 1,93 m, les pieds sont souvent dans le vide. Exactement. Alors... en fait, là-dessus, sur le sommeil, globalement à l'hôpital, dans un des hôpitaux que j'ai eu le plaisir d'accompagner, il y a des choses aussi simples que, vous savez, quand je rentre la nuit, moi soignant ou l'infirmière, pour voir si tout va bien, c'est dommage, la porte grince. Okay. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça réveille le patient. Ça, c'est aussi... C'est pour ça peut être des grandes choses, s'intéresser à la vie des patients et cette expérience patient, ça peut être des petites choses et qui ont un impact majeur, finalement, pour sa récupération, pour tout ça. Donc, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a un paquet de choses, le bruit, puis parfois c'est involontaire, mais le personnel de nuit sont pas nécessairement beaucoup sur une unité de soins, peut-être pas aux soins intensifs, mais à l'étage... un étage, une trentaine, 40 patients. Parfois, il y a 3 ou 4 infirmiers, infirmières. Alors, on va se parler d'un bout à l'autre du corridor. C'est involontaire, là, je pense que c'est... Puis les prises de sang commencent à 4h30, 5h en général. Donc, en général, c'est ça. C'est le réveil du matin. Donc, c'est un sujet super intéressant. Donc, mais ça va être le fun parce que moi, tu sais, je regarde, la dernière fois que j'ai été aux soins intensifs, il y avait tellement de machines à côté de moi, là, j'avais fait une septicémie, là. Okay. Puis j'étais dans un délirium, et tout ce que j'entendais, c'est des machines qui émettaient des sons. Peut-être que la technologie en télémétrie pourrait peut-être évoluer dans un sens de dire que si on veut favoriser une récupération plus rapide, un départ en même temps plus rapide, ben, peut-être que c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant à regarder en termes de recherche. Alors, à suivre. Prochain balado. Dis-moi, ou dites-moi, donc je vous ai mis en contact, vous vous êtes parlé, j'aimerais savoir de quoi vous vous êtes parlé finalement, parce que vous ne vous connaissiez pas. Puis... C'était comme une blind date un peu. Oui, c'est ça. Ouais, on s'est rencontrés, on s'est aimés. Okay. Pierre est super intéressant, j'ai succombé. Pierre, de quoi avez-vous discuté ou c'est quoi tes attentes? Il y a quelque chose qui m'a marqué et c'est ce point de rendez-vous, je vais l'appeler comme ça, sur la notion de ne pas parler nécessairement de patient, mais de citoyen. Okay. Tu l'avais évoqué, je croyais d'ailleurs aussi dans le balado, Christian, et pour moi c'est tellement important. Parce que, quelque part, le citoyen, c'est l'habitant de la cité. Donc, on parle de sa vie complète, totale. Depuis le moment où il est chez lui, où il se pose des questions, jusqu'au moment où il va. Tout d'un coup, quand on met le mot patient, on te met dans une case et on te dit maintenant, tu es patient, donc c'est autre chose. OK. Et je trouve que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Christian, mais je trouve qu'on s'est vraiment retrouvé là-dessus de dire, parlons de citoyens malades, de citoyens ce qu'on veut, de citoyens âgés, mais en tout cas de citoyens. Ça m'avait vraiment marqué dans ça faisait partie des points de rencontre en tout cas et d'accord qu'on avait ensemble, je crois. C'est ça, je pense que l'implication, on a trouvé un point commun, c'est-à-dire notre implication à va au-delà du patient, du proche aidant, à va au niveau du citoyen. Le développement des connaissances des citoyens dans le but d'être un bon patient dans l'éventualité qu'il le soit. Mais tout le monde n'est pas nécessairement patient. Potentiellement, on est tous patients, mais si on veut être capable de rejoindre puis changer des comportements, puis il faut s'adresser, je pense, beaucoup plus aux citoyens comme tels que s'adresser strictement qu'aux patients. C'est ça. Et en plus, citoyen, si je peux me permettre, il y a aussi le fait, quand on parle de citoyen, ça veut dire que l'écosystème qui est autour de moi, ce n'est pas que l'établissement de santé. Je dirais, il y a plein d'autres services de la ville, de l'État, du local, qui va aussi finalement répondre à moi en tant que citoyen. Et ça, je trouve, c'est surtout sur l'aspect prévention. Et là, je pense que c'est aussi un sujet dont on a pas mal parlé ensemble et qui est totalement essentiel, quoi. Mais vous me corrigerez, mais souvent, c'est peut-être culturel. Quand les patients rentrent à l'hôpital, spontanément, on est habitué à laisser notre côté citoyen en dehors. On laisse un peu de notre dignité à la porte aussi. Les gens se promènent à moitié nus dans les corridors, des jaquettes d'hôpital pas fermées, des choses inimaginables. Puis ça devient comme normal. Puis en même temps,
le réseau ou l'organisation des soins fait qu'on trouve ça normal d'examiner un patient dans un corridor avec à peu près pas de rideau pour l'intimité. C'est comme normal. Je sais pas si... Alors que ça ne l'est pas souvent, là. Mais normal pour qui? Normal pour qui? C'est la question. C'est ça, mais ça devient comme plutôt la norme. La norme, tu sais, donc... Puis toi, tu l'as déjà dit, tu t'installais à l'urgence, tu regardais les gens travailler sans rien dire, Pierre, puis tu regardais les gens fonctionner pour voir un peu le flux, puis tout ça, là, donc... Puis si on veut retrouver ce côté citoyen-là, parfois, pour les équipes traitantes, ça implique une certaine lourdeur, là, parce que, Christian, tu seras peut-être d'accord avec moi, si on a un patient à l'urgence, si je veux l'examiner dans un endroit convenable, j'ai 10 minutes pour voir le malade, juste demander à quelqu'un, pouvez-vous m'amener le patient, monsieur un tel, dans une salle fermée, tout ça. D'abord, je vais me faire regarder en voulant dire, c'est quoi le problème, là? Examine-le donc là, non, je veux avoir une petite... Puis là, je parle pas des discussions où on parle de choses très intimes, puis la seule chose qu'on a, c'est un rideau en coton avec le patient à côté. Il y a un paquet de choses qui font que c'est... Mais c'est la norme, là. Je dis pas que c'est normal. Je pense que, tu sais, quand on est rendu sur cette étape-là, tu sais, le citoyen, tu sais, il sait très bien un peu... En tout cas, il préfère... Il va là pour une raison. D'abord, tu sais, établir un diagnostic, puis savoir ce qu'il a. Donc, il est prêt à bien des choses au-delà de dire que oui, on est citoyen, je voudrais avoir des... On est prêt à rencontrer un médecin, on est parce qu'on veut être guéri, être soigné, avoir un diagnostic, puis partir avec la réponse à laquelle on s'attend. Bon, on ne s'attend pas, mais je pense que le côté citoyen... dans le fond, nous autres, quand on sort, on a appris des choses, puis là, on devient citoyen. On redevient des citoyens, parce que tant que tu es dans l'hôpital ou dans un endroit où on prend soin de toi, j'ai toujours eu l'impression que je n'étais pas un citoyen comme tel, parce que je me sentais protégé, sécurisé, parce qu'on voulait régler une problématique de santé. Et quand je sortais de l'hôpital, là, je revenais un citoyen. Il y a vraiment une, quand tu rentres dans l'hôpital ou dans la clinique moins, mais dans l'hôpital, là, je pense que la notion de citoyen est moins là. Mais je pense que c'est ce que tu vas ressortir avec le bagage d'expérience que tu as vécu. C'est là que tu vas devenir un citoyen connaissant avec une expérience dans le monde de la santé comme tel. Toi, Pierre, ton expérience, c'est ça. Oui, je voulais juste rebondir peut-être parce que tu as utilisé un mot qui, pour moi, est essentiel. C'est le mot de dignité. Il y a un livre donc de Cynthia Fleury qui parle beaucoup de la dignité, de cette importance aujourd'hui, et pas seulement dans le monde de la santé, un peu partout. Et en fait, petite histoire personnelle qui m'a marqué, parce que dans le cadre, là je parlais du groupe de travail sur les personnes âgées que j'anime actuellement, avec l'Institut français de l'expérience patient, et en fait on a interviewé un certain nombre de personnes âgées justement pour comprendre, voilà. Et il se trouve que j'ai interviewé ma maman, mon papa est décédé il y a quelques années, ma maman qui a 87 ans, et donc j'échange avec elle, et elle est en pleine forme, tout ça, mais j'essaie de lui dire, oui, parce qu'à un moment, le système de santé, il y a eu des choses, voilà. Et elle m'a dit, tu sais, 3 jours avant que ton père décède, on va dire de vieillesse, voilà, en fait, il y a un truc qui l'a détruit en tant que personne. Il était sur un brancard, il était très diminué déjà, et en fait, il a partagé avec ma mère qui s'était senti une chose. Pour la première fois de sa vie, s'était senti une chose. Et en fait, le fait de se dire que je suis plus un être humain, je suis une chose qui est posée sur un brancard. On s'adresse pas à moi, on me parle pas, on me regarde pas. Et personnellement, ça, déjà, il était pas bien et je pense qu'il allait partir bientôt. Mais ça a été, m'a dit maman, un accélérateur. Donc, juste cette notion de dignité pour moi. Et je comprends les difficultés peut-être dans le cadre, voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est totalement essentiel d'arriver en tout cas d'amener ça autant que possible. Voilà, donc je voulais juste aborder ce sujet-là parce qu'en effet, quand on parle de citoyen, c'est aussi le citoyen, c'est respecter sa dignité au sens large. Donc voilà, c'est intéressant parce que j'ai pas les détails exacts, mais j'ai lu dans le journal, c'est une entrevue avec Maurice Gaudreault, qui est le président du Collège des médecins.
Puis on évoquait dans l'article certains cas de demande d'aide médicale à mourir qui partaient là, de choses en théorie, je dirais pas anodines, mais faciles à régler. Là, notamment, je pense à un patient quadraplégique qui avait été laissé à l'urgence, puis on se couchait sur le mauvais lit, mauvaise qualité de matelas, puis je sais pas si tu en as entendu parler, Christian, puis le patient développe des plaies de siège, puis écoute, finalement, l'équipe médicale perd le contrôle, le patient a abouti avec une demande d'aide médicale à mourir qui a été acceptée pour une chose quand même à la base simple à régler, là, oui, mais qui a touché son fort intérieur. Puis que le patient devienne à ce point découragé de dire non, écoutez, on arrête. Là, donc, quand même. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Avez-vous eu des points de désaccord? Bah non, Sam, c'est pas possible. Il y a un point, Christian. Ou des visions différentes. Oui, voici, Pierre. Mais honnêtement, je sais pas si c'était en écoutant honnêtement ton balado ou tes balados, ou si c'est au moment où on en a parlé. Mais en fait, tu avais au moment parlé de l'accès avec tous les sujets de téléphone, d'accès, alors je sais pas si tu avais été jusqu'au chatbot ou des choses comme ça, et des choses technologiques. Et c'est vrai, c'est pas un désaccord profond, mais c'est le fait d'axer sur l'aspect technologique. Alors c'est peut-être mes origines qui sont pas du tout technologiques, si tu veux, mais je me disais, oui, c'est bien. À un moment, tu en as parlé, ça m'avait marqué, pour aider les soignants à gagner du temps. Et là, je trouve ça fantastique. Donc ça, je me sens totalement à l'aise à faire gagner du temps aux soignants par la technologie, pour la paperasserie, pour tout ça. La technologie, je dirais, pour le patient, à des moments, tout ça, si vraiment elle lui donne accès et qu'il lui évite d'attendre 1 heure, j'entends bien. Mais si on peut limiter un peu ça, je ne suis pas contre. Voilà, c'est un peu... je pense que je faisais référence aux chatbots intelligents, des agents virtuels intelligents. On a parlé beaucoup, puis on continue à en parler. Je pense que l'accès à travers soit le 811 ou les heures d'attente sont parfois longues comme telles. Afin d'éviter que les gens qui soient sur la file d'attente laissent le téléphone puis qui arrivent des problématiques puis qui auraient pu, mais le délai est tellement long, ne serait-ce que pour aider au triage, si tu veux, des appels, les diriger vers les bonnes personnes, ben c'est à quoi je faisais allusion en termes de technologie comme telle. Maintenant, la technologie permet d'avoir, on appelle un agent conversationnel qui est capable de comprendre le langage naturel. Et peu importe l'accent, il va te comprendre. Au Québec, on en a beaucoup des accents. Là. On va dans différents coins du Québec, on a des accents qui sont différents d'une région à l'autre. Parce que je pense que l'idée de ne pas être répondu, pour moi, c'est pas une alternative. Je comprends. Parce que c'est... Moi, je faisais affaire avec une GMFU qui, lorsqu'il y avait trop de monde qui était sur la ligne téléphonique, la ligne a été engagée comme lorsque j'étais jeune. Puis je pensais à ma mère qui avait 87 ans puis qui essayait d'appeler à la même place que moi puis que le téléphone sonnait engagé.
Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle parlait juste à son médecin. Ah ouais, c'est ça. Puis, on n'est pas obligé de faire des 1, faites le 1, faites le 2, faites le 3. On peut tout de suite parler à un agent conversationnel et dire, OK, quel est votre problème? Au même titre que si tu parlais à un individu. Et l'avantage que ça a, c'est que tu peux avoir plusieurs milliers de personnes qui appellent en même temps. Puis ça n'engage pas les lignes téléphoniques. Là. Pour ça, je pense que dans ce que tu dis, je comprends. Mon point est peut-être de dire que ça soit utilisé, à bon escient, au bon moment, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Ouais. Et deuxième chose, qu'on continue à appliquer toutes les bonnes pratiques. Alors, je dirais qu'on a en commun, c'est de toujours s'intéresser à l'impact sur les citoyens, les patients. Et si on se rend compte que le chatbot, finalement, il énerve les gens plutôt que de les servir, et se dire, tiens, je vais peut-être changer. Donc, toujours rester en mode compréhension de l'impact. Ouais. C'est ça que parce qu'il faut toujours que tu aies la possibilité de parler à un humain. C'est ça. C'est ça. Puis quand c'est bien travaillé, c'est bien fait, tu peux parler à un humain si tu n'es pas d'accord parce qu'il dit. En fond, c'est un script qu'on met en place. Puis le script, on le valide, on le fait rouler, on l'améliore. Fait que donc, mais toujours laisser l'option que si ça dérange la personne, puis l'idée d'avoir, il ne faut pas que ce soit un enjeu technologique non plus. Il faut que l'humain, il faut que les patients soient là également pour bâtir les scripts, pour qu'ils se reconnaissent. Exactement. Pas le patient, je dirais le citoyen, parce que là, on est rendu au niveau citoyen, là, quand on parle du 8-1. On ne parle pas du patient encore, on ne l'est pas. Fait que, mais tu sais, quand on veut améliorer l'accès, la notion de... Lorsqu'il y a eu la nomination du conseil d'administration de Santé Québec, on a parlé de service à la clientèle. C'est quand même spécial qu'on dise ça dans un domaine comme la santé. Moi, c'est beaucoup plus l'attitude du service à la clientèle que de dire, oui, vous êtes des clients. C'est clair. Parce que tu peux appeler des choses comme tu voudras, mais quand tu as une attitude de service à la clientèle, c'est une attitude qui tu vas écouter, l'empathie. Il faut dans un monde où c'est l'humain qui traite l'humain, là, en bout de ligne, même si tu as de la technologie va te rendre plus efficace, plus efficient, mais l'humain est encore au cœur des opérations. Fait que... Bon, je suis convaincu, Christian, donc on s'aime encore, ça va? Excellent. J'ai rien à gagner là-dessus, mais c'est des expériences que j'ai faites personnellement là, au niveau de la technologie. Tant mieux, mais écoute, on signera le contrat après le balado. Excellent. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Mais ce dont on parle là, d'un peu de cette technologie-là, puis moi je pense que c'est un des enjeux liés les enjeux d'un réseau public là, comme le nôtre, puis où il n'y a jamais eu de compétition, c'est le fait qu'on n'a pas développé ces outils-là. Là. Je pense à une salle d'attente là, d'un hôpital. Là. Comment se fait-il qu'en 2024,
il y a souvent du retard, évidemment. Moi, parfois, les patients, je les vois à l'heure. Parfois, je les vois 1 heure en retard, malheureusement. C'est hors de mon contrôle. Comment se fait-il qu'en 2024, on soit encore pris à garder le patient assis en attente de son rendez-vous pendant 1 heure, s'il y a 1 heure de retard, alors que si on va dans un certain restaurant ou certains autres services, on vous remet une pagette ou puis on vous dit la pagette va sonner 15 minutes avant votre rendez-vous. Donc, si vous voulez aller marcher, il fait beau aujourd'hui, on est en juillet. Pour aller marcher, d'abord, on pourrait avoir un environnement à l'extérieur de l'hôpital qui est agréable. C'est pas toujours le cas. Il pourrait y avoir des chaises, des fonds. Les gens, ils restent s'asseoir à l'extérieur. Puis l'heure d'attente serait moins pénible pour eux. Les patients arriveraient dans un meilleur état d'esprit pour la rencontre. On se sentirait peut-être moins coupable de les avoir fait attendre. Il n'y a jamais eu le besoin. Puis ça, je vous dirais, c'est pour la clientèle hospitalière. C'est la même chose pour le personnel. Comment se fait-il qu'en 2024, dans la majorité des hôpitaux québécois, il n'y a pas de centre de petite enfance ou de garderie attaché à l'hôpital, alors qu'historiquement, la majorité de la main-d'œuvre au niveau infirmier était féminine? Ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir du temps supplémentaire si on disait à l'infirmière, est-ce que tu peux rester jusqu'à 5 heures ou 6 heures? L'infirmière se dirait, il n'y a pas de problème, mon enfant est 2 étages en dessous. Donc, plutôt que de dire, puis avoir une garderie donc qui comprend un peu cette réalité-là, plutôt qu'arriver à la garderie à 6h05 puis te faire regarder par la technicienne. Vous êtes en retard de 5 minutes, là, ça va vous coûter 25 $. Donc, je pense que c'est un des enjeux ou une des problématiques de l'absence, je pense, de compétition. Puis c'est pas juste au niveau des coûts, c'est au niveau du service à la clientèle ou puis du service également aux employés, selon moi. Je sais pas, Pierre. je me pose la question, en fait, simplement parce que c'est comme... Je ne mettrais pas nécessairement l'enjeu sur le sujet qu'il n'y a pas de compétition, ainsi de suite. Ouais. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, on est des petites machines, à comparaison. Mais à comparaison, pas nécessairement seulement par rapport au monde de la santé, mais dans une même journée, j'ai justement allé au restaurant où j'ai ma petite pagette qui me fait ça. Ensuite, dans mon travail, je vais voir qu'à mon travail, j'ai une garderie. Et donc, moi, quelque part, qui arrive à l'hôpital ou qui travaille à l'hôpital, je compare avec tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est pas de la compétition, mais c'est de la comparaison par rapport au reste de ma vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est super intéressant parce que je vois il y a de plus en plus d'acceptation, et je le vois en France aussi, d'ouverture à des gens qui ne seraient pas natifs, on va dire, du monde de la santé, comme c'est mon cas, où ça fait seulement 5-6 ans que je plonge beaucoup dans ce domaine. Et au début, c'était oui, mais parce que tu dis, il n'a pas beaucoup de valeur, parce que tu nous parles d'expérience client, d'autres trucs, tout ça, donc voilà. Et là, de plus en plus, quand justement on explique, c'est pas une question de prendre des solutions d'autres secteurs et de les placer là, c'est juste se mettre, encore une fois, dans les chaussures de la personne, qu'on appelle citoyen, patient, ce qu'on veut, et de se dire que cette personne est une personne qui vit plein de choses dans sa même journée, et que donc elle compare. Et comparant, naturellement, elle peut avoir des choses où elle n'est pas contente. Voilà, bon, mais c'est ça. Alors, on ne va pas non plus se mettre à offrir des cafés à l'entrée, ainsi de suite. Il y a des limites à ça. Et je pense qu'on est tous conscients qu'à un moment, un hôpital reste un hôpital. Mais il y a des choses sur lesquelles on compare, et c'est peut-être là où il faut agir. Je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait... le patient qui est dans un hôpital n'a pas le choix entre aller à l'hôpital ou au concessionnaire automobile. Oui, tout à fait. Donc, il est obligé d'être à l'hôpital. Oui, tout à fait. Puis donc, il n'y a pas vraiment de pression pour améliorer son expérience, d'après moi. Là. Ou il y en a peu. Ça commence peut-être, là, mais... c'est ce que tu disais. Je dirais, la notion des choses qui... Pardon, juste pour finir sur l'idée, mais le fait même que il considère comme, je sais pas, un irritant, comme tu dis, de rester 1h30 sur une chaise, et alors qu'il pourrait y avoir autre chose, je suis d'accord, ça change pas le fait qu'il va être soigné, mais quelque part, tu l'as dit tout à l'heure, il va arriver dans un état différent face au médecin, parce que peut-être il sera énervé, ainsi de suite. Donc je pense que l'idée, c'est pas de faire un hôtel de luxe dans un hôpital, c'est pas ça le sujet, ni de faire un truc, voilà, c'est de faire ce qu'il faut pour
améliorer tout au long de son parcours et de sa vie, avant, pendant, après l'hôpital, les conditions favorables, mettre les conditions favorables qui va faire que il pourra mieux se soigner grâce à ça. Tout à fait. Voilà, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est juste ça. Faut pas aller trop loin. Faut pas mettre des milliards pour faire un hôtel de luxe. C'est pas ça le sujet. Non, tout à fait, tout à fait. Mais si je reviens aux employés aussi, là, avec la pénurie de personnel, on la voit s'installer maintenant, cette compétition-là, entre les... Même dans le même, à Québec, comme tu sais sans doute, Pierre, il y a 5 hôpitaux dans l'hôpital universitaire. Il y a de la compétition entre les blocs opératoires. Donc, donc, le personnel va changer de bloc opératoire, donc va pénaliser un secteur pour aller chercher des meilleures conditions. D'accord. Intéressant. Il n'y a jamais eu rien qui a été fait là, pour ça. Là, donc, puis les gens vont changer parfois de poste de travail, puis c'est pas parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Des fois, c'est des détails pour lesquels il n'y a pas de solution. Il n'y a jamais eu de solution là, au niveau des horaires. C'est sûr qu'on parle plus souvent d'horaires de travail, là, mais moi, j'ai jamais perçu cet effort-là d'améliorer. Là. Je reviens encore une fois, c'est pas. On parle plus des patients que du personnel, mais ça se rejoint à un certain moment, selon moi. Là, si vous me permettez, probablement que la valorisation des employés est un élément super important. Et quand j'écoute des discours comme tels qui viennent principalement des syndicats, peu importe les syndicats, je regarde ça, ça me donne pas le goût de travailler dans ces sphères d'activité-là. Et quand tu arrives sur le plancher des vaches, tu disais, Jean-Pierre, pourquoi on n'installe pas une garderie? Tout à fait, d'accord avec toi. La question, c'est quand on prend pour acquis du personnel, on dit qu'ils sont là, on s'organise de leurs conditions salariales, mais c'est pas juste les conditions salariales à un moment donné, c'est la valorisation que tu reçois de ton employeur. Tout à fait. Que tu travailles pour X, Y, Z, tu peux avoir un gestionnaire qui valorise pas ses ressources comme tel. Puis je me souviens, moi, d'un monsieur qui était gestionnaire au CHUL, qui est après ça devenu président d'une compagnie d'assurance à Québec. Tu l'as peut-être connu, Jean-Pierre. En tout cas, je me souviens pas de son nom. Il était gestionnaire au CHUL. Là, puis sur le conseil d'administration. Sur le conseil d'administration du CHU, c'est ça? Du CHUL. Okay. Il était directeur général du CHUL. OK. À l'Industrielle Alliance. Avant que ça devienne... OK. Puis je pense que c'est René... Rouleau. Son prénom, je pense que c'est René Rouleau. René Rouleau. Et je me souviens, lors de l'entrevue à la radio, il avait fait... Pour moi, ce qui est important, c'est... Oui, des patients, mais mes ressources également. Puis j'ai rarement entendu ça. Quand on met des gestionnaires, du leadership, je pense que ça se démontre de cette façon-là. Comment tu vas traiter tes ressources. Tes ressources vont bien te le rendre puis en étant heureux. Puis si tu fais des efforts pour améliorer leurs conditions comme telles, ne serait-ce que enlever le travail clérical qui n'amène pas de valeur à des ressources, ben, tu améliores son environnement de travail. Puis, à un moment donné, c'est un facteur qui fait en sorte que tu vas rester, même au détriment du salaire que tu seras prêt à avoir de plus, parce que ton environnement de travail, j'ai une garderie, j'ai ci, j'ai ça, ça compte à un moment donné dans l'équation. Et je pense qu'on doit être rendu là. Mais c'est pas juste la flexibilité dans les horaires, c'est pas juste... Pour moi, c'est la valorisation des ressources qui travaillent, qui deviennent un élément super important. Et du personnel heureux, ça rend tout le monde heureux. En fait, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites tous les deux. En fait, il se trouve que la semaine prochaine, le 18 juin, c'est donc mardi prochain, c'est la journée annuelle de l'expérience patient en France. Okay. Donc en gros, il y a une journée annuelle de l'expérience patient qui est organisée par l'Institut français de l'expérience patient. J'interviens à différents moments en conférence et j'en ai une qui justement avec un partenaire qui s'appelle Alcaline et où on travaille justement sur l'expérience professionnelle, l'expérience des professionnels. Et comment, c'est exactement ce que tu dis, Christian, c'est comment on met les conditions favorables
pour que cet engagement profond qui est existant, qui est natif, je pense, pour un soignant à l'origine, que quelque part, on puisse le maintenir, l'encourager. Et tu l'as dit, il y a la reconnaissance, il y a la considération, il y a avoir aussi le soutien dont j'ai besoin pour bien faire mon travail, il y a la collaboration que je peux avoir, il y a tout ça. Je me demande si je n'en avais pas parlé au premier balado, mais c'est quelque chose de tellement essentiel, et de se dire, oui, il y a la garderie, mais je peux très bien avoir une garderie, être content, mais ne pas être engagé. Donc attention, là c'est de la qualité de vie au travail, c'est pas la même chose. Donc là vraiment, ce qu'on parle c'est de l'engagement. Et cet engagement, il se travaille. J'ai eu l'occasion d'intervenir et j'ai trouvé ça tellement, j'allais dire le mot touchant, mais j'ai été touché. Ouais, donc c'est touchant parce que j'ai été touché. Il y a un collectif qui s'appelle la Fabrique des soignants. Qui a commencé il y a maintenant à peu près un an et demi. Et en fait, ce sont des jeunes soignants, certains qui sont encore aux études, et qui se sont dit, c'est pas possible, il faut qu'on témoigne. Ce métier, il est magnifique, il est fantastique, et aujourd'hui, quelque part, on n'est plus fiers. C'est plus possible qu'on soit plus fiers. Et il dit, il faut qu'on reconstruise quelque chose. Donc, je trouve que des jeunes qui disent, moi, dans les 30, 40 ans que je vais avoir de carrière, je veux retrouver cette fierté du soignant, du chose. Je trouve ça magnifique. Et ils produisent un certain nombre de vidéos et de choses là-dessus. Enfin, ils sont impressionnants. Et ça, je trouve que c'est un signe et ça donne de l'espoir. Tu vois, tu te dis, non, tout n'est pas foutu. Il y a des jeunes qui portent le truc et on peut y aller, let's go, quoi. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Dis-moi, Pierre, quand tu écoutes Christian et moi là, raconter nos doléances québécoises, là, tu fais des parallèles ou ce sont des choses qui, pour toi, sont complètement étrangères? Là, quand je parlais d'avoir une garderie dans un milieu de travail, d'avoir des douches même convenables dans un vestiaire. Non, mais tu ris, là, mais... Est-ce que je ris pas. Ou pour les patients, l'histoire que tu vas raconter à la conférence, je ne sais pas si tu te rappelles... à Montréal, l'histoire du rendez-vous, puis là, tu cours partout, tu rentres dans l'hôpital, puis là, tout le monde est agréable, finalement, jusqu'à ce que tu tombes devant le médecin, là, tu sais, puis... Mais globalement, est-ce que tu fais plus de similitudes ou de différences, disons... Alors, donc, tu parles entre la France et le Québec. Tout à fait. Je pense que, globalement, il y a des situations, à mon sens, alors, je le dis avec des pincettes, comme on dit, mais assez comparables. Hein. Je pense que, j'avais été... je pense assez marqué par un certain nombre. J'écoute régulièrement les balados et c'est vrai qu'il y a un certain nombre qui témoignent de la situation, d'où on en est, de Santé Québec, c'est pas bien, comment voir. Bon, à un moment, je pense qu'on a exactement les mêmes réflexions en France. Hein, voilà. Alors, c'est pas les mêmes conditions. J'ai bien compris certains qui disaient qu'il y avait aussi des enjeux assez basiques de nombre de lits et de nombre de soignants. Hein, comment s'appelait-il C'était Alain Vadeboncoeur qui parlait de ça et que j'avais trouvé ça super. Hein. C'était sa baguette magique là. Je crois qu'il avait mis avoir plus de lits. Donc je comprends qu'il y a des notions de base qui ne sont pas au même niveau entre le Québec et la France. J'ai bien compris sa comparaison, mais quand même, je pense que ça se ressemble. Ça se recoupe. Okay. Dites-moi, messieurs, peut-être en commençant par Christian, puis je vous avais probablement posé chacun la question. Christian est spécialiste patient partenaire. Pierre est plus du côté de l'expérience patient. C'est deux éléments d'un même concept ou
mariage forcé ou je sais pas comment. On va commencer par Christian, disons. Moi, je te dirais que je suis les deux. OK. Mon background comme patient, ça a permis d'amener mon expérience patient parce que tout ce que j'ai vécu, je le ramène et je vois les faiblesses du réseau là, comme tel, puis j'essaie de me trouver en mode proactif après ça pour être patient partenaire, pour aider, contribuer à l'amélioration de mon réseau de santé. Ça peut être fait sous forme de... je collabore avec des professionnels de la santé dans le cas de patient partenaire. Dans le cas du patient, expérience patient, ben, c'est le vécu que j'ai avec le système de santé. Donc, je peux remplir des sondages, des choses semblables, mais je veux aller plus loin que ça. Je veux faire une différence. Fait que ma motivation, c'est mon background me permet d'avoir un savoir expérientiel intéressant. Mes connaissances en technologie, je transfère tout ça dans un même. Puis, tu sais, c'est évident, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le patient et les citoyens. Moi, je l'appelle les citoyens, là, parce que je dois englober tout le monde. Je veux pas. Tout le monde se sent interpellé par rapport à ça. Donc, il y a une différence, mais ils sont complémentaires l'un et l'autre. Ils sont par rapport à l'expérience patient et le patient partenaire. Toi, Pierre, tu serais d'accord avec cette affirmation? Moi, je suis tout à fait d'accord sur la complémentarité 100% et sur le fait, ayant échangé ensemble, Christian, en effet, je pense que comme certaines personnes que je connais, notamment en France, bon, je la citerai pas, mais qui a une responsabilité dans un grand hôpital parisien, voilà, et qui est une patiente à l'origine, qui est patiente partenaire, et qui est devenue responsable expérience patient de l'établissement en question. Donc, quelque part, je pense qu'on est au croisement, entre guillemets, à la fois le patient partenaire peut avoir un background, un historique personnel différent. Certains vont se sentir à l'aise pour pouvoir, et je parle sous ton contrôle, bien sûr, Christian, mais vont avoir ça, comme toi en informatique et tout ça, pour justement pouvoir venir intégrer des groupes et être dans l'amélioration avec l'analyse de, pourquoi pas même de processus, de choses, et puis de travailler sur tout ça. D'autres, peut-être, de par leur historique professionnel ou personnel, n'ont pas nécessairement ces habiletés-là. Et donc, en gros, ils vont peut-être avoir plus de difficultés de rentrer dans des choses comme ça. Ils auront un rôle de patient partenaire totalement essentiel pour un certain nombre de choses. Et quand on regarde le modèle de Montréal avec le CEPPP et ensuite l'ensemble de ces modèles-là, les niveaux d'investissement peuvent aller de son propre soin jusqu'au soin d'un autre patient, jusqu'à la formation comme tu fais, je crois, dans les écoles, Christian, la recherche que tu fais aussi, t'en parlais dans le balado, et tout ça, certains vont ne pas tout faire et faire certaines choses. Donc je pense que voilà. Après, pour la partie complémentarité, si quelque part on parle d'un patient partenaire qui ne serait pas comme toi, Christian, des deux côtés, ou un peu moins, on va dire. Quelque part, l'expérience patient, c'est s'intéresser en effet à la vie des patients, partir de la vie des patients, pour améliorer l'expérience de l'ensemble des patients au sein de l'établissement, ça c'est la première chose, mais au-delà d'améliorer la vie des patients, c'est mettre en place un certain nombre de choses dans l'établissement pour que sur la durée, il y ait des choses qui changent. Donc là, c'est ça qu'on appelle gérer l'expérience patient, c'est pour ça qu'il y a des démarches. Parce que, en fait, on se dit, s'il n'y a pas un changement de culture, s'il n'y a pas une volonté de la direction, s'il n'y a pas des comités transversaux qui réfléchissent à ça ensemble, s'il n'y a pas des indicateurs, on en parlera peut-être plus tard, des indicateurs, mais qui permettent justement de ne pas juste vérifier les process, mais qui permettent de se nourrir finalement réellement de la voix des patients et tout ça, quelque part, ça ne marcherait pas longtemps, cette amélioration. Ponctuellement, on fera de l'amélioration, mais ça ne transformera pas dans la durée le système de santé. Donc, l'expérience patient a cette ambition quelque part, et c'est ce que tu fais à travers les investissements que tu as, Christian. Tu contribues à l'évolution globale du système de santé. Voilà. Certains patients partenaires vont déjà faire
un travail énorme d'aide dans l'établissement où ils interviennent auprès d'autres patients, ou faire de la formation auprès de jeunes, ainsi de suite. Et à travers ça, ils contribuent, mais certains vont pas être jusqu'à la transformation, entre guillemets, de l'établissement dans une nouvelle culture pour l'avenir, blablabla. Voilà. Donc, je sais pas si je suis clair, mais il y a... Alors, et dernière chose peut-être pour être bien clair, pourquoi c'est complémentaire? Donc maintenant que je me sens un petit peu plus légitime en ayant fait des interventions dans des hôpitaux, le comité expérience patient qu'on a monté, nous avions un hôpital dans le nord de la France, il y avait 3 patients partenaires qui étaient avec nous dans le comité. Et leur voix est tellement importante. Je me rappelle d'un des patients partenaires, Frédéric, et qui à chaque fois venait dire oui, mais moi de mon côté, quand la porte est ouverte de la radiothérapie et que tout le monde a froid parce que justement ils sont en petite tenue et qu'on leur file les couvertures, il y a quand même un problème là. Donc, et en fait, tu dis ça devant des médecins, chirurgiens qui étaient là, des infirmières, des gens de l'administration, des responsables qualité qui sont autour de la table dans ce comité, et tu as le patient qui vient dire ça, ça pose quoi. Ça pose. Et ça fait comme, ah ouais, bon, peut-être faire quelque chose. Hein, donc, mais ça change. C'est ça, ça pousse au changement. Pour moi, le patient partenaire, c'est comme, excuse-moi, je vais te comparer à un truc en patient partenaire, tu n'as peut-être pas aimé, tu dis si tu n'aimes pas, mais en fait, parce que des fois, on dit, tu sais, la notion de partenariat patient, ainsi de suite, et d'avoir ce lien, on dit qu'il faut diffuser ça partout. Moi, je dis que c'est de l'infusion. C'est-à-dire que tu prends des patients partenaires, comme un sachet de thé, excuse-moi, je te compare à un sachet de thé, et je le mets tranquillement dans le système de santé, je le mets un peu partout, et la couleur change. Et la couleur, c'est justement cette culture d'empathie vis-à-vis des patients. Il faut des patients partenaires pour arriver à porter ce changement de culture. Sinon, ça ne se fera pas, quels que soient les trucs qu'on fait nous en expérience patient. Il faut qu'il y ait ce changement de culture. Pierre, lors de ta conférence à Montréal, tu avais fait référence au fait que toi, tu ne voyais pas l'expérience patient comme tu avais fait référence au fait de l'expérience client dans une boutique où on va s'assurer que le tapis soit relativement long pour ralentir la démarche. Je sais pas si tu te rappelles. Alors, la question que je voulais te demander, c'est comment concilier dans le réseau de la santé l'importance de l'expérience patient avec les contraintes administratives, avec le souci d'efficacité, de productivité. Par exemple, on tend de plus en plus à faire de la chirurgie ambulatoire chez des patients. Parfois, on a l'impression d'étirer l'élastique un petit peu. Bien que les patients, semble-t-il, sont satisfaits, mais parfois, on parle de remplacement de prothèse de genou, prothèse de hanche chez des patients quand même âgés. En chirurgie d'un jour, on peut se retrouver à un certain moment où le patient, peut-être tu me corrigeras, Christian, va sentir la pression d'accepter la chirurgie d'un jour, sinon, il ne pourra pas se faire opérer. Ouais. Donc, toi, comment concilier? Donc, là, tu n'es pas en train de vendre des voitures, là, tu vends... du bien-être, je ne sais pas. Comment ta vision là-dessus? Alors, d'abord, je pense qu'il faut partir d'un principe, pour moi qui est totalement essentiel, c'est que tout ce qu'on fait, je vais généraliser, hein, Christian, tout ce qu'on fait pour améliorer la vie du patient et des proches, et des personnels de santé, de tout le monde, voilà. On a le sentiment que c'est un truc qui va coûter des sous, qui va faire perdre du temps, qui va faire plein de choses. En gros, on met derrière ça plein de critères qui viennent faire « Hey, on va pas le faire, ça coûte cher, regarde, va falloir changer tout ça, va falloir mettre des choses, ça va prendre du temps parce que Je sais pas si on avait parlé d'un mot qui pour moi est important, c'est le jugad. J'en avais parlé ou pas de ça, Jean-Pierre? Je ne sais pas si ça fait marquer le jugad. Non. Le jugad, ça vient d'Inde. OK. Et en fait, on est dans la logique de se dire comment est-ce que je peux trouver des solutions, je vais le dire comme ça, simples, pas nécessairement coûteuses, et on est autour du terme de frugalité. D'accord? Donc des actions frugales. Donc en gros,
alors, ce qu'ils disent là-bas en Inde, par exemple, ils disent plutôt que de faire, alors, l'exemple n'est pas bon pour le domaine de la santé, mais ils disent, quand j'ai plus de théière qui marche, je prends 2 vieilles théières, il y en a une qui a une poignée qui est bien et l'autre qui a le bec qui est bien, je les mets ensemble, et ben c'est créatif, c'est joli, et puis ça marche. Okay. Bon, je caricature. Mais je pense que réellement, dans le monde de la santé, il y a des tonnes de choses, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau comportemental, qui ne coûtent pas très cher, qui ne sont pas une prise de temps énorme et qui pourtant peuvent avoir un impact fort. C'est pas parce que ça coûte cher et que ça prend du temps que ça a un impact fort. Un petit regard, un truc qui est présent à un moment, un mouchoir qui est là spécialement, voilà. Tout ça, ça va être des choses qui peuvent avoir un impact 10 000 fois plus fort que d'avoir peint des soleils et des choses dans la chambre pour illuminer l'espoir du truc, là. Vous voyez ce que je veux dire, là ? Oui. On se calme sur des trucs. Il faut regarder ce qui impacte. Il ne faut pas regarder ce qui coûte. Il faut regarder ce qui impacte. Voilà. Donc, je pense que c'est... Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais tout à fait. En tout cas, en partie, je pense qu'il faut... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses importantes qu'il faut faire, hein, si je peux me permettre. Hein. Ton exemple de l'hospitalisation de jour et quelque part, alors que, bon, ça serait quand même bien. Je ne réponds pas à ta question avec ça. Mais je pense que je réponds à d'autres trucs. Christian, je vais rebondir sur ce que Pierre disait juste avant sur l'importance de... consolider là, ces démarches-là. Puis j'ai reçu Pierre-Patrick Dupont comme invité il y a quelques semaines, qui est un ancien gestionnaire du réseau. Puis il me disait, un des problèmes du réseau de la santé, c'est que la consolidation des acquis n'est pas valorisée. On tend tout le temps à mettre en place de nouvelles réformes. Un gestionnaire va arriver sur un étage, une unité de soins. Puis s'il dit à son supérieur, moi, mon objectif, c'est de consolider les acquis. On va se faire pas très bon. Là. Ça prend des projets. Je ne sais pas si ta vision de ça, peut-être. Les gestionnaires disent qu'ils voient disparaître des choses qu'ils prenaient pour acquis. Ils reviennent sur un étage ou une unité de soins 5 ans plus tard, puis ce qui avait été fait a disparu. Je ne sais pas, en commençant par Christian, peut-être. On fait beaucoup de projets sur lesquels on ne se préoccupe pas du déploiement, on ne s'occupe pas de la gestion de changement comme tel. On fait j'appelle ça en technologie sur des trips technologiques, là, parfois, dans lesquels le projet n'est pas bien vendu en amont, dans lesquels il y a une résistance au changement, dans lesquels, à un moment donné, on n'a plus les ressources, on n'a plus l'argent pour être capable de déployer. Fait qu'on se ramasse avec un projet qui est là, embryonnaire, puis on se rend compte qu'en bout de ligne, il y a un autre projet qui va arriver avec un autre gestionnaire, qui va faire à peu près la même chose, mais qui va porter un autre nom. Parce que je me souviens, dans le fond, quand on a eu l'histoire de CrystalNet comme étant la solution au provincial que Dr. Barrett avait choisi. Et c'est correct, mais on n'a pas donné les moyens. On n'a pas donné les moyens pour déployer la solution comme telle. Fait que tu as beau exiger d'un hôpital déploie CrystalNet, mais si tu lui donnes pas les ressources et l'argent nécessaire pour déployer. Fait que je me rends compte que souvent, on fait des projets, puis on n'a pas le temps de les finir, on n'a plus de ressources. Puis parce que on n'a pas l'engagement des ressources qui sont impactées. On vend mal. Je trouve qu'on vend mal les projets. Fait que quand tu vends pas bien tes projets, ben l'adhésion est difficile à avoir. Puis à un moment donné, quand tu es tout seul à tenir le flambeau, ben tu lâches prise. Je sais pas si c'est pas un enjeu, encore une fois, une décision administrative de ne pas mettre de ressources sur des gens qui seraient dédiés simplement à... Tu parlais, Pierre, d'indicateurs tout à l'heure. Il faut payer du personnel qui collecte les données, les analyses. Là. Christian, tu parlais de ton projet de qualité du sommeil aux soins intensifs. Moi, je pourrais parier qu'on pourrait arriver avec toutes sortes de recommandations de dire entre 10h et 6h du matin, pas de prise de sang, sauf en extrême urgence, interdit de parler à plus de tant de décibels, interdit de parler en dehors du poste des infirmières. Tu sais, j'imagine que ça pourrait être ce genre de recommandation. Tu parlais de bruit. Je serais prêt à gager, comme on dit en bon québécois, un brun, là, Pierre, donc $100, que on pourrait tout instaurer ça. Christian, tu reviendrais un an après sur l'unité de soins, ça aurait été abandonné. Est-ce que c'est le sentiment que j'ai? C'est une crainte que j'aurais. Effectivement. Effectivement. Puis après ça, le pire, c'est qu'une fois que tu as fait ça, ben, tu ne commercialises pas. Oui.
t'en fais pas la promotion. Tu ne démontres pas les gains. On a de la misère à vendre. Hein. On n'est pas en mode de recherche de clients et d'adhésion. Fait que ça, c'est souvent un problème de commercialisation dans la santé. Mais je pense que, en tout cas, il y a des choses de même que je vais discuter avec l'équipe parce que je me souviens pas encore. J'espère que les bonnes personnes vont être là. Puis j'espère qu'en amont, on va être capable de trouver un intérêt. C'est l'intérêt en bout de ligne. Puis les bénéfices que ça apporte pour tous. Il faut que les gens se reconnaissent à l'intérêt des gains. Là, et c'est ça que des fois qui devient la difficulté. Parce que on a une ressource, on la paye pour ça, mais à un moment donné, elle rentre dans le varia. Puis c'est pas pour ça que je suis payé pour d'autres choses. C'est pas long, là. C'est pas long que ça dérape, là, à un moment donné. Puis je pense que c'est. Étant donné que, tu sais, on ne calcule pas nécessairement. Il y a des tâches bien définies, mais dans le varia, des fois, parfois, c'est difficile à amener la valeur dans le varia. Fait que. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. La première chose, c'est cette notion de se dire. Tu sais, comme j'arrive là, je regarde, il y avait un truc qui était fait il y a 2 ans, puis il est plus là, et puis tu sais, comment on recommence, tout ça. Ça, si je peux me permettre, je pense que c'est pas vraiment spécifique au monde de la santé. Je l'ai vu dans plein de secteurs différents, où, quelque part, voilà. Et en fait, ceux qui se rendent compte, c'est les employés. Parce qu'eux, ils ont vécu ensemble. Voilà. Okay. Mais par contre, mais là-haut, voilà, ils n'ont pas toujours X raisons. Donc ça, je veux dire, c'est pas spécifique au monde de la santé, c'est un. Absolument d'accord. Je pense que voilà, tu l'as vu dans d'autres secteurs aussi. Après, derrière, tu viens sur les indicateurs. Je pense que pour moi, il y a 2 choses qui peuvent permettre d'éviter ça. Je suis d'accord, il y a la notion d'indicateur. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, si tu vois l'impact d'une action et que tu la suis, de fait, tout d'un coup, tu n'oublies pas que ça a créé de la valeur. Donc, quelque part, je pense que c'est un premier facteur clé. Encore faut-il avoir les bons indicateurs. Ouais. Et voilà. Et si on a des indicateurs de processus purs, je ne suis pas contre les processus, qui sont simplement sur ce qu'on fait pour les patients, pour moi, c'est pas suffisant. Parce que je dirais, je pense qu'aucun hôpital n'est payé pour s'assurer que les processus marchent bien. J'espère en tout cas. J'espère qu'en finale, c'est pas que pour le processus marche bien, c'est pour qu'en finale, l'impact sur le patient et sur la santé des Québécois au sens large, soit fort. Donc en gros, je pense qu'il faut les bons indicateurs. Ça, c'est 1. 2, je pense, et là, quelque part, je vais exprimer un souhait, ou du moins, je ne sais pas si c'est un souhait, mais en tout cas, quelque chose que je trouverais génial. C'est que je pense que le fait à un moment, quand je parle de ce domaine finalement de comment aider les patients, il y a des tonnes de bonnes pratiques qui existent au Québec, dans différents hôpitaux, des différentes villes, ainsi de suite, tout ça. À partir du moment où on commence à faire du partage des pratiques pour améliorer, pour faire des choses, tout d'un coup, ça se perd moins. Ok ? Je ne dis pas que ça se perd pas, ça se perd moins. Il en existe au Québec, j'ai parlé à certains SIUS qui me disent on a des échanges par exemple entre directeurs qualité, et derrière ça nous permet d'échanger un certain nombre de choses. Mais je vois par exemple l'Institut français de l'expérience patient, c'est le cœur de notre activité. On a au sein de notre conseil d'administration 5 responsables expérience patient. Et après, on a 300 membres, dont beaucoup ont un rôle en expérience patient en France. Et notre but, c'est aussi de les faire échanger, partager, pour nourrir. À partir du moment où il y a ça. Donc, mon souhait là-dedans, c'est quoi ? Ça serait que se crée un institut québécois de l'expérience patient. Et je pense que s'il y avait, alors ça peut être, parce qu'il y a le CEPPP déjà sur l'aspect, notamment, il y a d'autres choses j'imagine, mais en tout cas au niveau du partenariat patient, avec une dynamique très très forte d'échange de pratiques, de recherche, c'est fantastique ce qui est fait au Québec là-dessus. Et c'était un des points que j'avais évoqué, et je pense que là-dessus, il y a des très belles choses qui sont faites au Québec, mais c'est cette capitalisation finalement des expériences qu'il faudrait faire. Et donc, je suis pour créer un institut québécois de l'expérience patient. La balle est dans ton camp. Dites-moi, messieurs, sans trop s'attarder, là, parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais c'est un podcast sur la santé. Moi, je suis médecin. On va commencer par Christian, disons...
puis on peut se faire lancer des tomates. Ton expérience, Christian, globalement, là, les médecins dans le système de santé, là, trouves-tu qu'on est plus souvent aidant, nuisance, ou est-ce qu'on fait partie de la solution, du problème, ou ça fluctue dans le temps, ça fluctue selon la situation? Non, je te dirais que vous faites partie de la solution. Pour moi, c'est incontournable. Peu importe que ce soit des spécialistes ou des omnis, pour moi, il n'y a pas de différence. Le seul problème, c'est qu'on sert trop souvent des médias pour négocier, pour discuter. Puis, là, je suis un peu tanné parce que j'ai pas l'impression d'entendre, moi, les médecins que je connais ou mon propre médecin de famille, quand j'écoute les discours comme tels qu'on nous envoie soit des médias, que ce soit la télévision ou les journaux, je pense que des négociations devraient se faire entre le gouvernement puis on a un système public, là, puis les fédérations, ça c'est correct. Mais il y a eu des ouvertures intéressantes, puis je pense que on parle des infirmières comme telles les IPS qui a eu l'annonce qu'il y avait maintenant plus de responsabilités. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas avant, mais plus confirmé. Là, avec ce que Mme Lebel a fait la semaine dernière, l'annonce. Dans le fond, ce qu'on veut régler, c'est être capable que tous les citoyens du Québec aient accès à des services en bout de ligne. J'aimerais entendre beaucoup plus en mode solution les médecins qu'en mode négociation ou comme, j'aimerais ça dire, on va faire un projet tous ensemble, les patients, les professionnels de la santé, puis on va régler une problématique d'accès. Ouais. J'ai l'impression qu'on travaille tous d'un bord et de l'autre, puis il n'y a pas de joint venture, si tu veux, là, par rapport à ça. Là, je crois. Même s'il y a des intérêts, dans le fond, quand j'entends on est au centré patient, à un moment donné, des fois, il faut trouver des solutions pour l'accès, justement. Je suis plus l'idée de lancer du positivisme dans la santé que arriver et parler des problématiques. Je pense que si on arrête juste aux problématiques, c'est facile chialer pour chialer, mais qu'est-ce qu'on fait en bout de ligne? Là? C'est intéressant ce que tu dis là, parce que je m'excuse, je suis peut-être coupé, mais non. Parce que tu parles des pratiques partagées, des actes délégués, tout ça, puis pour certains médecins de famille, ça, c'est une source de découragement parce que finalement, ce qu'on leur enlève, ce sont des actes médicaux, là. On ne leur enlève pas les tâches administratives, la paperasse, qu'on en avait discuté, je pense, le nombre d'heures par semaine que les médecins passent à faire des choses qui ne sont pas du tout médicales. C'est des patients en moins. Parfois, certains médecins ont l'impression, là, ce que le gouvernement nous enlève, c'est des tâches médicales, là, c'est pas la lourdeur administrative. Ce qui, finalement, me fait rebondir, tu disais c'est important d'impliquer les gens en mode solution. Toi, le fait qu'il n'y ait pas de médecin de famille sur le conseil d'administration de Santé Québec, est-ce que, en commençant par Christian, trouves-tu ça normal ou parce que ça a fait sourciller, disons, un peu, là, écoute, je suis pas certain. C'est drôle. J'aimerais plus que le CA actuel, s'il y a des personnes à ajouter, comme dans le fond, pourquoi il n'y a pas de patient partenaire dans le CA? Je pourrais dire ça aussi. C'est un excellent point. Puis, ça a été soulevé comme tel. Mais j'aimerais mieux que ça soit désiré, que ça soit utile, plutôt que de le mettre pour le mettre. Oui. On voit trop de choses. J'appelle ça des photos finish. Là. On met des photos, là, puis c'est bien beau. Là. Puis en bout de ligne, ça amène rien. Et je pense que M. Dubé a nommé un conseil d'administration constitué de gens qui viennent du réseau, qui ont travaillé dans le réseau, de gens qui viennent du privé. Moi, je trouve ça rafraîchissant comme tel, parce que quand je regarde ce que M. Dubé fait comme tel, puis c'est pas quelqu'un qui vient du réseau, je trouve qu'il en fait beaucoup. Puis je pense qu'à quelque part, il faut donner la chance aux coureurs pour amener... J'ose croire qu'on va amener de l'innovation. J'ose croire que
les bons intérêts, c'est-à-dire l'intérêt de toute la population, vont être pris pour compte. Puis moi, je vois ça d'un bon œil. On n'a jamais eu ça auparavant. On remarque bien qu'on n'a jamais eu Santé Québec auparavant non plus. On s'était parlé lors de mon entrevue, je t'avais dit que j'aimerais ça que le politique se mêle plus de la santé. Apolitiser le système de santé là, comme tel, parce que pour être capable de dire vous êtes redevable, imputable de ce que vous faites. Fait que c'est pas coller là à vie, là, parce qu'à un moment donné, on ne crée pas de relève non plus, on ne crée pas d'intérêt. Je pense que, comme exemple, moi, je me souviens, j'ai donné un cours aux étudiants de première année à l'Université Laval, première année à la faculté de médecine, là. Puis MMS2 qui s'appelle le cours. Puis quand il y a un an aussi que les IPS avaient plus de droits maintenant, je suis arrivé dans la salle de cours, puis la première question que j'ai posée à ces jeunes-là de première année, ces jeunes-là, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis tout le monde était « Wow, tu parles d'une bonne nouvelle. » OK. Fait que je trouvais ça rafraîchissant qu'à la base, ça parte de là, puis que ça continue de même. Moi l'idée, c'est, on parle souvent de la valorisation des médecins omnipraticiens. Moi, j'essaie de valoriser l'histoire, justement, des médecins de famille, parce que on a un problème de médecins de famille, puis tout ça, puis j'essaie de démontrer la valeur que ça peut amener. Évidemment, je suis là en première année, je ne suis pas là les autres années, là, mais je pense que pour répondre à ta question, moi, j'attendrais. Là, je donnerais un peu... Ils ont des choses à faire, le conseil d'administration, qu'il faut qu'ils fassent leur preuve. Puis, je pense qu'après ça, si le cas échéant, ça devient intéressant d'avoir un médecin sur le CA ou un patient partenaire sur le CA, là, je pense qu'à un moment donné, la logique va prendre le dessus. J'ai confiance à ces gens. J'aime ton optimisme. Pierre? Moi... C'est bien, c'est chouette. Non, ça prend des gens comme Christian. C'est une dose d'optimisme, c'est bon. Je vous avais dit que je suis abonné à une lettre régulière sur Internet qui s'appelle la Ligue des optimistes de France. Et donc tu reçois chaque semaine des choses bonnes nouvelles optimistes. Voilà. Donc on a ça à la télé, la bonne nouvelle. La Ligue des optimistes du Québec. Donc, Christian, on va lancer le mouvement. Hein. Okay. Toi, tu vas créer l'issue du patient, mais moi, je vais créer la bonne nouvelle. Voilà, toi, tu fais les optimistes. C'est bon. Bon, juste en deux mots, parce que je voulais juste rebondir rapidement sur cette notion que le médecin faisait partie de la solution. Oui. Donc, je suis d'accord avec toi, Christian. Mais je veux dire simplement, j'adore la notion de « il fait partie ». Il fait partie. Il fait partie, ça veut dire que si en effet, moi je pars encore de moi patient, quelque part, il est un élément, en effet, assez essentiel, naturellement, par rapport à ma santé de l'écosystème, mais il est un élément de l'écosystème. Et cet écosystème, il est très large. Et il n'est pas seulement avec des soignants, il est également avec d'autres personnes qui sont... que je vois dans mon entourage, en effet, des brancardiers, des gens qui nettoient, des gens, d'ailleurs, de l'administration que je croise, ou même si je ne les croise pas, leurs gestes ont un impact sur moi aussi. Et puis peut-être le café qui est juste à côté, où je suis habitué à aller prendre un petit café parce que j'aime bien, il contribue à ça. Donc en gros, je veux pas du tout diminuer, et loin de moi l'idée, le rôle des médecins, mais cette notion de se dire que je fais partie de la solution, mais bien garder le « je fais partie », me semble essentiel. Voilà, je voulais juste mentionner ça. Et le deuxième point sur Santé Québec, je dirais que moi j'avais été marqué, mais ça on en avait parlé la dernière fois, comme j'étais passé juste après le ministre Dubé, il y a 2 ans FMSQ, voilà, je crois que c'était au tout début, et en fait, je crois que je l'avais dit, mais je vais le résumer, en fait, où en fait il m'a dit, il était descendu de scène et il a été interviewé en fait par Chantal Lacroix, et en fait il n'avait pas parlé du tout de l'expérience patient, voilà. Okay. Et donc je lui dis, monsieur le ministre, je suis étonné, vous n'avez pas parlé de l'expérience
l'expérience patient et je vais faire la conférence sur l'expérience patient. Or, j'avais vu dans vos papiers que vous parliez beaucoup de ça. Et il me dit, oui, j'ai oublié, on m'a pas posé la question. Là. Et donc, elle m'a demandé de prendre la parole pour en parler et notamment de parler du fait qu'il y aurait des sondages qui se lanceraient dans les hôpitaux au Québec pour avoir cette voix des patients et avoir des indicateurs. Parce que, pour être court, le fait c'est que je trouve que cette notion de piloter par des indicateurs est une bonne chose. Ça peut permettre finalement de suivre et de voir où on en est, ça me va. Mais il faut encore une fois que ces indicateurs, comme je disais tout à l'heure, ils partent aussi des patients. Voilà, et que ça soit pas juste des indicateurs de processus. Et j'ai le sentiment quand même que pour l'instant, c'est pas facile d'aller remonter des éléments qui ne sont pas, je dirais, purement des processus. Et je pense qu'il faut que le Québec et que le gouvernement aillent encore plus sur des indicateurs qui permettent de remonter la voix des patients, parce que c'est en final ça qui compte. Voilà, je voulais juste mentionner ça, et très modestement. Voilà, Christian, je vais rebondir sur ce que tu disais, le CA de Santé Québec, des gens qui sont issus du réseau. De mon point de vue, moi, je pense que parfois, ce qui manque dans la gestion au Québec, c'est une expérience de l'étranger un peu, là. Donc, le fait que il y a beaucoup, pour employer un terme anglophone, Pierre, là, de l'inbreeding, là, donc les gens se forment entre eux, beaucoup sont allés à la même école, beaucoup vont faire la même maîtrise en administration de la santé dans la même université. On appelle ça tricoter serré. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, moi, je me fais la réflexion que peut-être sur le CA de Santé Québec, une bonne personne à avoir, ce serait peut-être une personne comme toi, Pierre, qui a une expérience européenne. Si on prend des gens qui sont tous issus du même réseau, nous, en médecine, lorsqu'on est engagé dans un centre universitaire, il faut faire une surspécialisation, mais on ne peut pas aller faire la surspécialisation dans l'hôpital en face. Il faut aller à l'extérieur pour ramener quelque chose. Je ne suis pas convaincu que ce soit un souci au niveau des gestionnaires dans le réseau de la santé. Donc, ça, c'est en aparté. Donc, le fait de dire qu'ils sont tous issus du réseau, est-ce que c'est un plus ou un moins? J'ai un doute, parce qu'ils viennent peut-être avec leurs mêmes expériences, leurs mêmes doléances, leurs mêmes réflexes. Je ne sais pas, Christian, je vois un oui, là, donc ça m'encourage. C'est le non-verbal, là, mais... Serais-tu d'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que le CA de Santé Québec, c'est le fun. C'est des gens qui ont des idées qui viennent du privé ou peu importe. Ils viennent d'ailleurs quand même. C'est une capacité de gestion. Mais le réflexe qu'on a eu, à certains égards, c'est de reprocher ça. T'sais. Moi, je me rappelle d'avoir entendu Yves Bolduc en entrevue. Dès que l'idée de Santé Québec est née, Christian Dubé a dit on va aller chercher des gens de l'extérieur du réseau, des Top Guns. Je me rappelle d'avoir entendu Dr Bolduc dire non, il faut que ce soit des gens du réseau. C'est le réflexe de dire ça prend des gens de l'interne qui connaissent, mais je me dis, si on veut penser en dehors de la boîte, ça prend des gens qui sont en dehors de la boîte. C'est plus facile. Mais M. Dubé, il ne vient pas du réseau. Tout à fait. C'est un gestionnaire de carrière. Dans des organisations privées, puis c'est aussi du public. Mais tu sais, le tableau de bord, là, c'est pas d'hier là, que ça existe, des tableaux de bord. Puis tu sais, avec des bons indicateurs, justement, pour avoir de bonnes données qui vont parler. Là, on arrive dans un changement, une transformation numérique importante avec le dossier du DSM, le dossier santé numérique, qui va impacter tout le monde, que ce soit dans la pratique, que ce soit pour les patients. Ben, tu sais, il faut avoir une vue globale de ce que on fait. Parce que le politique, souvent, fait des projets. Malheureusement, il y a 4 ans pour le réaliser. On sait très bien que dans un réseau aussi complexe que la santé, en 4 ans, quand tu considères que ça prend 1 an et demi avant de sortir un appel d'offres, ben là, écoute, ça devient complexe de partir un projet puis être capable de l'amener jusqu'à ce qu'il soit plus déplaçable. Et tout ça... on a toutes ces contraintes-là, mais et c'est encore pour ça que je trouve que l'idée de Santé Québec, comme telle, il va falloir démontrer l'agilité dans Santé Québec, justement. Moi, pour avoir été du côté des fournisseurs, des fois, des appels d'offres qui ne correspondent même pas au marché. OK. Fait que donc, après ça, tu n'as pas
t'as pas de personne qui répond aux soumissions parce que ça correspond pas, tu es obligé, tu sais, là, tu viens de perdre du temps encore. Fait que être capable d'être agile dans la capacité d'amener des solutions, va être importante. Là. Mais au moins, c'est pas pire. On va avoir un groupe comme Santé Québec qui vont être implicables de tout ça. Ils vont être capables de juger en fait par rapport à ça. Pierre, je vais rebondir sur ce que Christian vient de dire, parce qu'il me l'a déjà dit dans le passé, mais si je te disais, de mon point de vue, ça prend moins de politique dans la science et plus de science dans la politique, est-ce que ça te parle, ça? Ou... Je vais m'en sortir avec quelque chose de très court. D'accord. Je vais te dire, en fait, il faut plus d'humains dans la science et plus d'humains dans la politique. Ok, c'est bon, c'est bon. Et avec ça, on va s'en sortir. Et je le pense vraiment. Alors, un deuxième optimiste, donc on voit que tu es membre du club des optimistes. Hey, je t'engage. Ok, c'est bon. Mais de façon un peu plus sérieuse, c'est un peu ce que tu veux dire, toi, Christian, dans le fond, là, de dissocier un peu plus. Ton souhait, là, c'est de dissocier le plus possible la politique. C'est ce que tu m'avais confié comme baguette magique. Oui, mais en fait, je te dirais que il y a de l'éducation à faire au niveau politique. Je te dirais, là, malheureusement, si je voulais que la science soit efficace là, comme telle au niveau politique, c'est qu'on se base sur des vraies données pour arriver avec des projets ou des opinions qui sont politisées. Mais pour moi, je pense qu'il y aurait sûrement une éducation à faire aux côtés des politiciens là, par rapport mais c'est... étant donné que, tu sais, à ce que je cherche, les orientations vont être encore définies par le ministère. Tout à fait. Mais c'est tellement intimement lié. J'ai reçu Alec Castonguay, qui est journaliste à Radio-Canada, pour son livre Le printemps le plus long. Ouais. Puis on apprend dans le livre que le gouvernement, même dans le pire de la crise, le gouvernement sondait à tous les jours l'opinion publique pour voir l'acceptabilité des mesures. Donc, tu sais, même dans une crise sanitaire d'une telle gravité, il fallait savoir est-ce que ça va passer, là, le retrait du masque, instaurer le masque, le retrait, l'arrêt des écoles, sortir les enfants, pas sortir les enfants. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, dites-moi, messieurs, on approche la fin, mais on en a parlé peut-être un peu au début, là, mais plus je prends du recul, plus je vieillis, plus je blanchis. J'ai l'impression que on dirait que plus ça va mal en la santé, mais peut-être dans notre société en général, on dirait que plus, quand les choses se détériorent, on a le réflexe de réglementer de plus en plus. C'est tout moins le sentiment que j'ai. Je me demande si cette réglementation-là qui est hypertrophiée, c'est pas un peu parfois la source du problème, puis on n'est pas dans un cercle vicieux, là, donc où on génère nos propres problèmes, là, mais ça devient presque philosophique, je sais pas... Je dirais que la lourdeur administrative, souvent, quand on réglemente, ça devient problématique parce qu'on se met des balises un peu partout, puis on crée de la lourdeur administrative comme telle. Plutôt, on n'aide pas, dans le fond. On déresponsabilise peut-être un peu, je sais pas, Pierre? Peut-être. Personne ne veut prendre la responsabilité ou l'imputabilité. Fait que tout le monde se la partage en cours de route. On entend souvent dire pas de ma faute comme telle, mais... c'est probablement la problématique que ça amène, la réglementation. Moi, c'est comme l'histoire des quand on a parlé justement mettre les adultes de 16 ans sur les chatbots, pas les chatbots, mais sur l'âge pour permettre l'utilisation des réseaux sociaux. Là, on voulait l'imposer à 16 ans, mais à un moment donné, est-ce que le gouvernement doit gérer la maison aussi? Gérer la chambre à coucher, mais c'est des questions qui sont importantes de se poser, mais à quelque part, les parents ont quelque chose à faire aussi par rapport à ça, l'éducation a quelque chose à faire par rapport à ça. Fait que la réglementation, c'est un peu la même chose. On réglemente, mais ça devient une tâche ardue pour déréglementer. On voit lorsque des lois, des amendements, puis changer une loi, c'est pas facile, encore plus en santé. Fait que ça crée une lourdeur inouïe. Là, il
Il y a un schéma que j'aime bien, que je vais représenter oralement. Faut imaginer un cercle qui correspond aux actions qui sont acceptables, les actions qu'on peut faire. Hein, et ça peut s'appliquer à un hôpital, mais mettons-le voilà, dans une organisation. Et en fait, à l'extérieur, c'est quelque chose, voilà, tu fais ça là, surtout, voilà. Et imaginez qu'au centre, il y a un certain nombre de règles qu'on doit respecter dans les actions. D'accord ? Tout le reste qui n'est pas dans le petit cercle du centre, c'est ce qu'on appelle la culture. D'accord ? C'est les actions qui sont, voilà, par exemple, normalement, je dirais, entre collègues ou vis-à-vis d'un patient, sourire quand on se croise, on va souhaiter que ça ne devienne pas une règle. Donc, c'est éventuellement une culture. Donc, on ne va pas t'imposer de sourire. Voilà. Ou alors, si on commence à mettre voilà, dans les couloirs, souriez-vous, il y a quand même un problème. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans les organisations ? C'est que ce petit centre, finalement, de règles du centre, de plus en plus, il grossit. Je ne vais pas faire une analogie médicale, mais on pourrait. Et après, qu'est-ce qui reste ? La petite bande qui reste, c'est la culture. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des organisations, notamment une, alors qui n'est pas dans le monde de la santé, qui s'appelle Châteauforme en France, et qui a une culture très humaniste, tout ça, et qui, une fois par an, fait une journée tueuse de règles. Et ils disent, c'est quoi les règles qu'on doit éliminer ? Parce qu'il y a plein de règles qui se créent et qui ne sont pas des règles en plus. Quand tu poses la question aux dirigeants, tu leur dis, il y a cette règle, c'est pas moi qui fais ça, tu poses en bas, ah ben non, et tu te rends compte, c'est au milieu, des gens, soit pour se protéger ou pour sécuriser, ont mis une règle, mais personne ne la trouve bonne, mais on ne sait pas d'où elle vient. Mais on j'adore. Et en gros, ils font des journées, une fois par an, tueuses de règles. Je propose qu'au Québec, dans tous les établissements de santé, on fasse une journée tueuse de règles. Peut-être pas de règlement, mais au moins de règles. Je sais pas. Voilà. Donc, je pense que c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, je pense, Jean-Pierre. Ouais. Ok, non, écoute, ça me rejoint complètement, là, parce que je regarde un peu la pratique en médecine familiale au Québec, la quantité de règlements, je veux dire, sur les quotas de patients, puis sur le financement, puis la lourdeur des patients, puis si on voit pas, s'il n'y a pas assez de patients inscrits, on va perdre telle prime, puis là, si le GMF perd telle prime, ils vont perdre obligé de congédier une infirmière. Puis c'est un paquet de règlements, là, puis ça devient... Des codes de rémunération en RAMQ, Jean-Pierre. Écoute, c'est incroyable, là, puis comme tu dis un peu, Pierre, ça n'empêche pas les gens, si la culture s'estompe puis s'atrophie, d'avoir des comportements qui n'ont aucun sens. J'ai un très bon ami à Montréal qui me dit tout le temps, malgré tous les règlements qu'il peut y avoir, ça n'empêche pas les gens de se stationner en double sur la rue Sainte-Catherine à l'heure de pointe pour aller chercher leur restaurant chinois, tu sais, tu comprends? Puis paralyser une voie sur deux. Parce qu'eux considèrent, c'est correct, là, ça va seulement être 10 minutes, tu sais. Tu peux mettre tous les règlements au monde, mais tu sais, c'est comme tu dis. C'est la culture. Donc, ce que tu dis, finalement, c'est que plus on met de règlements, plus on amincit la culture. C'est voilà, ce que dit, parce que quelque part, ma vie et mes actions sont gérées par ces règles. Donc, quelque part, je les applique, c'est facile. Parce que c'est facile ou pas facile, mais en tout cas, je le fais. Et puis avec tout d'un coup, la culture, c'est le champ d'action que je peux avoir, qui vient de mon cœur, qui vient de mon corps, qui vient de mon envie, et qui vient de qui je suis et dans le pays dans lequel je suis. Et s'il n'y a pas cette culture qui peut s'exprimer et qu'on est dans des règles, après, c'est fini, malheureusement. J'adore. Ouais. Messieurs, avant-dernière question, à toute fin pratique, là, vous êtes deux optimistes. Là. Moi, je vais en dire que je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai l'impression d'avoir les deux pieds dedans. Je suis plus pessimiste. Mais parce que ma crainte, là, on parlait tout à l'heure du rôle de chacun, du rôle des médecins, j'ai toujours la crainte d'atteindre un certain point de rupture où, globalement, une classe professionnelle abandonne. Tu sais, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'implication, je pense, et on disait ça tout à l'heure, là, Pierre, que les jeunes s'impliquent puis essaient de rehausser un peu la valeur et la qualité de cette discipline-là. Est-ce que c'est une crainte que vous avez à un certain moment donné que les gens abandonnent? Mettons, même toi, à la limite, toi, un gars comme toi, Christian, qui dirait moi, je suis juste, j'arrête. Là, est-ce que c'est une crainte ou l'être humain va toujours... On n'osera pas abandonner? Je sais pas. Alors, si je commence rapidement, si ça te... Faut terminer avec optimisme quand même.
Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'il peut y avoir des gestes qui n'aident pas. Alors ça, je me permets surtout pas de juger, mais j'avais vu un moment, j'ai entendu à la radio, quand on regarde les urgences au Québec, là, celui-là, on est à 140%, 130%, parce qu'on met des indicateurs, mais on met, quand c'est à 130, ce qui veut dire quelque part, c'est comme tu peux pas y aller. Je suis pas sûr que la communication de trucs qui montrent que on est au-delà de la capacité vient contribuer à voilà. Enfin, j'ai des doutes là-dessus. Voilà, je pense en termes de communication, il y a peut-être des choses qui ne contribuent pas à un certain optimisme. Voilà. Et je dis pas qu'il faut cacher des trucs. Hein. Je dis juste que il faut mélanger un petit peu à la fois des trucs qui sont des enjeux, mais également mettre des trucs qui vont bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, à mon sens, un petit peu plus. Et puis derrière, je pense que pour moi, tout part, encore une fois, et là je reviens sur l'expérience des professionnels, c'est on doit tout le monde doit être ciblé sur comment. Enfin, c'est pas, je pense profondément que c'est pas en rajoutant 1 million d'infirmières que tout ira bien, ou 1 million de médecins que tout ira bien. J'y crois pas. Je pense que c'est aussi parce qu'on aura mis des conditions favorables à ceux qui sont là, et ces conditions favorables, alors je dis pas, hein, le nombre compte aussi, hein, oui. mais s'il n'y a pas les conditions favorables dont on parlait tout à l'heure ensemble, que tu évoquais, de reconnaissance, de soutien, de collaboration, de sens donné, et quelque part à un moment, en effet, on ne peut pas s'en sortir. Mais je crois qu'il y a des très belles initiatives qui sont faites pour essayer aujourd'hui beaucoup de gens travaillent sur ce sujet. Alors, je sais, peut-être moins au Québec, mais en tout cas en France, énormément de gens travaillent sur l'expérience des soignants, des médecins, des infirmières, voilà. Mais je dis pas que tout va bien du tout, hein. Voilà. Hein, je suis pas non plus un optimisme niais, hein, je veux dire. Mais ce que je veux dire, il y a des gens qui travaillent dessus, et je me dis quand on travaille dessus, ça devrait amener à quelque chose. Donc ça reste très optimiste, Jean-Pierre. J'adore. Christian, de ton côté, toi, est-ce que tu crains que les gens lancent la serviette ou que certains groupes... certains groupes, non. Je pense que, tu sais, quand à mon avis, quand on a ça dans l'âme, là, c'est-à-dire aider son prochain, puis, tu sais, vraiment apprécier les autres, là, je pense qu'à quelque part, ça va toujours rester. C'est beaucoup plus comment ça va se faire qui va amener l'engagement. Puis comme disait Pierre, ben moi, tu sais, on prend toujours pour acquis que la population est conquise parce qu'elle n'a pas le choix ou quand est-ce que, tu sais, moi je regarde les tableaux de base du ministère, moi, de la Santé, puis quand est-ce qu'on explique les indicateurs? Tu sais, 130% dans une urgence, ça veut dire quoi de 130%? Tu sais, je veux dire... ça veut dire, va pas à l'urgence, ça veut dire quoi? Mais tu sais, on n'a jamais expliqué les indicateurs pour la population. Là, tout à fait. En fait, même quand on dit 100% d'occupation, moi, je ne sais pas la norme. Pourquoi y a-t-il 40 civières? Je donne un chiffre approximatif. Pourquoi y a-t-il 40 civières à l'urgence de Saint-François d'Assise, par exemple? Pourquoi pas 45? C'est ça. Pourquoi pas? Puis je me dis aussi, à partir du moment, si on est à 120, mettons qu'il y aurait 100 civières, puis après 5 ans, on réalise qu'on est tout le temps à 120% d'occupation. Pourquoi on ne met pas 120? C'est ça. Quand est-ce qu'on améliore? Dans le fond, c'est tout ça, là. Mais il faut faire comprendre à la population c'est quoi les enjeux, puis, je pense que la communication est juste des données statistiques qui, pour la plupart des gens, ils vont pas voir là. Qui va voir le tableau de bord, là? Ouais. Des gens qui s'intéressent à la santé, des journalistes, des ci, des ça, pour faire... mais tu sais, moi, j'aimerais ça, moi, que dans le fond, on ait une source d'information qui va nous éduquer, puis être capable à soi-même d'apprécier ce qui est fait comme travail. C'est pas laisser les gens nous dire ça va mal. Quand j'entends l'opposition, OK, ça va mal, mais après ça, what else, là? Qu'est-ce que tu fais pour ça, là? Non, amener des solutions. Puis je pense que de plus en plus qu'on va être capable d'en faire en tant que population, plus on va être capable peut-être de sauver du travail inutile pour les gens qui y travaillent. Quand je parle d'amélioration continue, là, comme tel, le rôle des citoyens dans tout ça, là, il y a un rôle à jouer. Mieux s'éduquer,
faire de la prévention, mieux ci, mieux ça. T'sais, on a Pierre Lavoie cette semaine là, qui fait la randonnée, là, Pierre Lavoie. Mais tu sais, il passe une fois par année, malheureusement. Après ça, on n'entend parler ou presque plus. Fait que, tu sais, il va falloir mettre à contribution la population. Quand je dis tous, et ça inclut toute la population, et pas juste les gens qui sont dans le réseau comme tel. Il faut contribuer à améliorer notre système, puis valoriser les ressources qui travaillent, valoriser les patients, les citoyens, dans le fond. Puis, tu sais, c'est un travail de longue haleine, mais il faut tenir au courant. Il faut pas que la flamme s'éteigne. Il faut l'alimenter, la flamme aussi. Ouais. Et si tu ne donnes pas d'informations sur ce que tu fais, puis tu attends les élections, ou tu attends ci, ou tu attends ça, ben là, à un moment donné, malheureusement, les gens vont porter un jugement ce qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas grand-chose. Faisant des alliés, on est plus des alliés que des adversaires. Ouais. Ça complète très bien le segment principal. Alors, on termine tellement sur une note optimiste que je vous donne une baguette magique, messieurs, comme à chaque fois. Je vais commencer par Pierre. Donc, la première fois, tu m'avais dit que tu voudrais former des professionnels en expérience patient. C'était ta baguette magique? Ouais, aujourd'hui, ce serait quoi? Je vais aller un petit peu plus loin. Parce que je dois avouer que vraiment, je l'ai même écouté plusieurs fois à la Van Bunker. J'ai été, parce qu'il donnait des références pour prendre les livres dont il parlait, tout ça. Enfin, j'étais très marqué par cet homme-là, vraiment. Et quelque part, je reviens sur plus de lits, plus de soignants. Donc, je pense que je sais pas si c'était sa baguette magique, mais il en a tellement parlé. Donc, je pense que ça, il avait dit de toute façon, s'il n'y a pas plus de lits, plus de soignants, c'est comme ça marchera pas. Ça donne rien. Donc, en gros, ça, j'ai été très marqué. Donc, ça serait ça ma baguette magique, mais avec un petit plus. D'accord. Le petit plus, c'est que je souhaiterais, que chacun des soignants, magiquement, tous ceux-là, les milliers de soignants qui arrivent, tous, ils soient totalement convaincus instantanément que travailler sur le partenariat patient et l'expérience patient, c'est essentiel, et qui s'y engagent profondément pour porter ça dans les établissements, aussi vis-à-vis des autres, pour certains qui ne sont pas convaincus. Voilà, ça serait ma baguette magique supplémentaire par rapport à Alain Van Bunker. Excellent. Christian, toi, as-tu une baguette? La première fois, tu m'avais dit apolitiser le réseau, donc... Ça a marché? Ça a marché. Alors là... C'était déjà compliqué un peu. Non, mais je pense que si j'avais quelque chose ce serait la commercialisation du patient, du partenariat citoyen avec le réseau de santé. C'est-à-dire? Donc, plus C'est-à-dire... il y a des Vincent Dumais de ce monde qui sont là, beaucoup... toutes les CEPPP, mais tu sais, on est encore, quand je me promène sur le trottoir, je parle du partenariat des patients, puis personne, tout le monde me dit, c'est quoi ça? La publicisation ou la commercialisation, on va l'appeler même, là, parce que c'est pas pour des vues pécuniaires. Oh oui, je comprends. Mais, tu sais, moi, c'est un peu ce que Pierre disait, c'est que là, maintenant, on l'adresse à la population. On l'adresse, puis on donne les avantages, puis les bénéfices que ça amène. Moi, c'est mon rêve. Si j'avais quelque chose à laisser sur Terre là, avant de partir, là, ça serait un élément semblable. Bon, écoute, toi, t'es 1 sur 1 avec ta baguette, donc t'as quand même des bonnes chances. Aurais-tu une rencontre de rêve? Tu m'avais dit la première fois John F. Kennedy ou Christian Dubé? Christian? Ouais. Écoute, John F. Kennedy, Christian Dubé, j'adorerais ça. Okay. Mais John F. Kennedy, pour moi, ça représente ma jeunesse. Ça demeure, OK. Pour moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré, là, même si je ne l'ai pas connu. Écoute, que je l'ai connu un petit peu à 4 ans, je suis à l'âge de 4 ans, là, mais il m'a tellement impacté là, comme tel. Probablement, c'est ça. On lui pardonne ses petits défauts. Mais toi, Pierre, la première fois, tu m'avais parlé d'une personne qui changerait les esprits dans le réseau. Oui. Là, je vais être plus pragmatique. En fait, juste avant là qu'on se retrouve, j'ai été rapidement sur Internet et j'ai fait responsable expérience patient France, directeur expérience patient France. Là, je suis tombé sur
une liste avec pas mal de gens dans des hôpitaux qui sont là. J'ai fait après directeur expérience patient Québec, responsable expérience patient Québec. Je suis tombé sur les gens en France. OK. Voilà. Donc en gros, la personne que j'aimerais rencontrer, je le lance là, c'est s'il y a quelqu'un au Québec qui a le titre de responsable expérience patient ou directeur expérience patient, ou qui le mot expérience patient vraiment fortement dans son titre, j'aimerais le rencontrer ou la rencontrer. Excellent. Écoutez, les messieurs, ça complète très bien, donc je vous remercie. Je vais vous donner un petit devoir. Donc, non, mais je me dis que c'est une rencontre qu'on pourrait reprendre peut-être à intervalles réguliers. Donc, peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, si vous avez des petites idées, vous les écrivez. Quand vous en avez 4 ou 5, vous me les envoyez. Puis ça fait... donc, vous seriez maître de... On risque d'en avoir d'autres peut-être, Pierre. Je suis pas très... Je suis pas très inquiet. Je pense que vous allez trouver rapidement. Donc, mais c'est certainement une rencontre que j'aimerais reprendre donc, dans le futur. Donc, on aurait pu en faire 3 heures. Hein? C'était... On a quasiment fait 2 heures. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, à reprendre plus tard. Je vous remercie énormément. Merci encore. Hey, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Bye. Allez, salut, merci encore. Salut. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.